Nous allons corriger la partie de raisonnement et analyse et nous allons commencer par la première question qui fait référence au texte intitulé La place des femmes dans la recherche, apprentissage, production et valorisation des connaissances. Cette première question nous demande parmi les statistiques suivantes laquelle n'est pas cohérente avec le texte, donc on cherche celle qui est fausse. Alors soit vous identifiez celle qui est fausse, soit vous faites par élimination, vous trouvez les trois qui sont correctes et donc la quatrième sera forcément celle qui sera erronée. C'est un petit peu au choix, ici on va les repasser toutes en revue. Alors, la première proposition nous dit que le pourcentage des femmes qui font de la recherche en industrie est le même que la proportion des femmes parmi les professeurs d'université en France. Donc, on fait référence à deux pourcentages. Ces pourcentages sont repris premièrement dans le paragraphe 3. Au début du paragraphe 3, on nous dit en revanche, dans la recherche industrielle, secteur des entreprises, les femmes représentent autour de 17% des chercheurs. Donc, la recherche en industrie, ça représente 17%. Et dans le paragraphe suivant, on nous dit dans l'université française, plus spécifiquement, 17% des professeurs et près de 40% des maîtres de conférences sont des femmes. Donc la proportion de femmes parmi les professeurs d'université en France, c'est également 17%. Alors bien que ça fasse référence à deux groupes tout à fait distincts, ici la question porte sur est-ce que 17% c'est pareil que dire 17%. 17 et 17, oui c'est pareil, donc la A est tout à fait correcte. La B nous dit il y a plus du quart des chercheurs qui sont des femmes. Alors si on revient dans le paragraphe 3, au tout début, on nous dit les femmes représentent en moyenne en 2002, dans l'Europe des 15 comme des 25, environ 34% de la recherche académique. 34%, c'est plus de l'ordre du tiers, mais c'est effectivement plus grand que le quart. Donc il y a plus du quart, c'est tout à fait correct. La proposition C, en revanche, qui nous dit 56,5% des étudiantes sont françaises. Alors, va être erronée puisque si on retrouve la statistique, elle est dite telle quelle, vous retrouvez dans le cinquième paragraphe, 56,5%, on nous dit en 2004-2005, les étudiantes françaises représentent globalement 56,5% des étudiants à l'université. Le problème c'est que dans le texte, les 56,5% de l'ensemble des étudiants est représenté par des étudiantes françaises, mais dans la C, on nous dit que 56,5% des étudiantes seulement, donc pas de l'ensemble des étudiants, mais seulement de la part féminine, elles sont françaises. Ce qui revient à prendre un nombre plus petit en réalité. Donc la proposition C est erronée. Et si on vérifie quand même la D, le taux de croissance de la proportion des femmes dans la recherche a été près de 2 fois plus important dans le secteur public que dans le secteur privé. Il faut retourner à nouveau dans le paragraphe 3. Où on nous dit de 1992 à 1999, les effectifs féminins dans la recherche publique et privée ont progressé de plus de 30%, soit une croissance supérieure à l'ensemble des emplois des chercheurs, 21% des croissances dans la recherche publique et 11% dans la recherche privée. Alors 11 et 21, c'est pas tout à fait du simple au double, mais c'est pour ça qu'on vous a dit ça a été près de 2 fois plus important. Donc 21% versus 11%, c'est grosso modo 2 fois plus important. Donc c'était bien la C qui était erronée. Deuxième question en référence au texte sur la place des femmes dans la recherche, on nous demande quels sont les principaux facteurs sociologiques expliquant la faible représentation des femmes dans les postes de pouvoir, dans l'enseignement supérieur et la recherche. La réponse vous est donnée dans le dernier paragraphe du texte, où on nous dit que les explications privilégiées par les sociologues pour expliquer cette faible reconnaissance des femmes et leur faible place résident d'une part dans leur lent accès à ce monde d'hommes, donc le lent accès dans le monde d'hommes. On nous dit également d'autre part dans la division du travail, et on nous précise plus spécifiquement à quoi ça fait référence, cette division du travail, et la dernière phrase du texte nous dit elle réside aussi dans leur socialisation particulière, donc la capacité de socialisation est également reprise. La proposition B est donc tout à fait correcte et bien complète. Troisième question qui fait référence au texte sur la place des femmes dans la recherche, on nous demande quel est l'impact du tuyau percé et de l'effet ciseau sur la carrière universitaire des femmes et comment ces phénomènes se manifestent-ils dans les statistiques fournies. On peut retrouver la réponse dans le deuxième paragraphe du texte. On nous dit alors que la proportion des femmes et d'hommes est la même en première année, environ 50% au cours des années, les phénomènes du tuyau percé entrent en œuvre, le nombre de femmes diminue progressivement, d'où un effet de ciseau. À partir de la première année, la proportion d'hommes dans les études universitaires augmente progressivement, alors que celle des femmes suit le chemin inverse.
ce qui nous donne donc la réponse B. Autrement dit, ces formules sont assez claires, assez imagées. Le tuyau percé, c'est un tuyau qui fuit, donc c'est-à-dire que vous avez une certaine quantité d'eau au départ, mais que vous avez des fuites. Et bien ici, c'est un certain nombre de femmes au départ, mais au fur et à mesure que les années d'études avancent, et bien ce nombre de femmes diminue. Et l'effet ciseau, du coup, ça fait référence au fait que un ciseau, une paire de ciseaux plutôt, ça ressemble à ceci, de façon très imagée, mais ça correspond bien à l'image qu'on obtiendrait si on regarde la proportion de femmes qui va en diminuant et donc la proportion d'hommes qui va en augmentant. Donc la B est tout à fait correcte. Quatrième question de raisonnement. On nous dit qu'un homme vole dans la caisse d'un magasin électroménager un billet de 100 €. Le même homme revient ensuite dans le magasin afin d'acheter un grille-pain dont la valeur marchande est de 80 €, mais qui est exceptionnellement en solde à 70 €. À la caisse, il tend le billet de 100 € qu'il venait de voler, et il reçoit la différence de 30 €. Au total, quelle est la somme que le magasin a perdue? Alors, c'est une petite énigme, mais qui est en réalité assez vite répondue. Étant donné que le magasin s'est fait voler un billet de 100 €, quelle somme est-ce qu'ils ont perdu? Eh bien, 100 €. Peu importe qu'ensuite l'homme revienne payer avec les 100 € volés, s'il avait payé avec 100 € qu'il n'avait pas volé, ce serait la même chose, qu'il est en train de payer le magasin, donc le magasin fait une opération marchande tout à fait classique. Les 100 € qui ont été volés au préalable ne représentent que la véritable perte du magasin. On peut aussi se laisser, disons, piéger par le fait qu'il y a une réduction, les 80 à 70 €, mais on n'estime pas que le magasin s'est fait voler ou a perdu les 10 € de réduction de ses soldes. Ça fait partie du calcul général de comment fonctionne le magasin. Donc la somme qui a été volée, au final, ce n'est que, entre guillemets, le billet de 100 €. Cinquième question de raisonnement. Vous avez ici un texte accompagné d'un graphique qui fait référence à un jeu en ligne. Le graphique ci-dessous représente les données de pourcentage de victoire de O, donc le personnage principal, mais qui en réalité ne va pas être important pour l'exercice, au cours d'une semaine sur le jeu en ligne Meute de Runner. On nous dit que c'est également indiqué sur le graphique le nombre d'amis qui ont participé au match de la journée. Le jeu se joue à 5, O a pu jouer avec un maximum de 4 amis parmi S, C, A et D, et depuis qu'ils jouent ensemble, O a constaté certaines tendances. Il a remarqué que S, c'est le meilleur, que D est le moins bon, et que la dynamique entre S et D, quand ils sont ensemble, c'est que le score ressemble plutôt à ce qu'on obtiendrait avec D tout court. Autrement dit, D étire le score vers le bas. Mais cette tendance s'annule si vous avez S et D, et en plus de ça, vous avez le potos A qui fait remonter le score de façon comparable à ce qu'on obtiendrait avec juste S. Sur les compétences de C, on ne nous dit rien, mais on nous dit juste qu'il a joué seulement 2 jours. Et que du mardi au samedi, il y a eu à chaque fois un très grand nombre de parties. Petit détail en plus. On nous demande ensuite quelle proposition est vraie sur base du graphique ci-dessous. Alors, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'essayer d'identifier quels joueurs étaient présents dans les différents jours de la semaine pour jouer à ces différentes parties. Alors vous avez du coup en colonne bleue le pourcentage de victoire, et en point orange le nombre d'amis dans la partie. C'est pour ça que je disais que O n'est pas très important, puisque si on prend par exemple mardi ou vendredi, on a nombre d'amis juste 1, juste pour le mardi, et pour le samedi, on a un nombre d'amis qui est de 1, donc c'est pas juste O, c'est l'ami de O, bien sûr. Et O ne donne aucune information sur ses compétences au jeu, donc il est vraiment pas utile. Alors du coup, si on commence par mardi et samedi, justement, on voit que le nombre d'amis qui ont joué est relativement bas. On a 1 pour mardi, et le score est également bas. Donc ça veut dire que le potos qui a dû jouer, c'était D, puisque D, il n'est pas très bon. Si on compare à vendredi, il y a 2 joueurs, mais le score est aussi bas que mardi. Suivant ce qu'on a dans le texte, on peut en déduire que c'est S et D, puisque quand ils sont ensemble, D tire le score vers le bas. Le samedi, en revanche, il n'y a qu'un seul joueur, et le score est plutôt bon, donc on peut supposer que c'est S. Enfin, plutôt bon, en tout cas il est meilleur.
Les deux jours qui sont assez faciles à identifier en termes de joueurs, c'est le lundi et le dimanche, puisqu'il y a les 4 amis qui sont présents. Donc c'est-à-dire que ici, vous avez S, D, A et C qui sont là. Pareil pour le dimanche. Le mercredi, on a un score comparable au samedi. Le samedi, on avait vu qu'il y avait S. Or, le mercredi, il y a 3 amis. Donc, c'est ce qu'on nous disait dans le texte, que S qui joue avec D, mais également avec A, ça donne une dynamique de jeu et un score comparable à ce que l'on obtiendrait avec S seul. Il vous reste du coup, on va mettre des flèches pour bien indiquer ce qu'on a identifié. Il vous reste du coup à identifier le jeudi, où il y a 2 joueurs. Alors, comme joueur, on ne peut plus mettre C, puisqu'on nous a dit que C avait joué que 2 jours, donc il a joué le lundi et le dimanche, on a déjà utilisé en quelque sorte C. Et le score est plutôt élevé, donc on peut dire qu'il y a S qui est présent, et comme deuxième joueur, on ne peut pas mettre D, puisque sinon il tirerait le score vers le bas, donc ça doit être A. Et vous avez du coup identifié tous les différents joueurs et amis présents dans les différents jours de la semaine, et les différentes parties. Alors, si on regarde les différentes propositions, du coup, S a joué 4 jours, bien on voit assez vite que c'est faux, puisque S était là tout le temps, sauf le mardi. La B, on nous dit qu'il est possible que A n'ait joué que 3 jours. Alors, il n'est pas possible, puisque on voit qu'on a dû chaque fois utiliser A pour remplir le nombre de joueurs dans les différentes parties, et donc il a forcément joué 4 jours. Le seul endroit où on aurait pu essayer de le faire sauter, c'était le jeudi, mais c'est impossible avec la condition que C n'a joué que 2 jours. Donc la B est fausse. Et la C, les différences entre les taux de réussite entre lundi et dimanche peuvent s'expliquer car un plus grand nombre de parties ont été jouées lundi. Alors, c'est pas l'explication d'office réelle, mais c'est une explication tout à fait possible. Si on nous dit qu'il y a un petit nombre de parties qui ont été jouées lundi et dimanche, par exemple, bien, vous avez 60% de réussite pour le dimanche, ça serait 3 parties sur 5, par exemple, ça fait 60%. Et le lundi, ben, vous avez un nombre plus grand, vous avez par exemple 3 parties sur 6, et non pas sur 5, et ben, ça représente 50%. Donc le taux de réussite va être différent, simplement parce que le nombre de parties a été plus élevé le lundi. Donc la C est tout à fait possible à déduire. La D, aucune proposition n'est vraie, du coup, n'est pas correcte. Question numéro 6. La cladistique est une branche de la biologie souvent source de maux de tête et de confusion. Un ordre contient des sous-ordres qui contiennent des familles, qui contiennent des genres, dans lesquels on retrouve des espèces. Donc on vous récapitule la partie de cladistique du cours de biologie. Dans l'ordre des carnivores, on retrouve beaucoup de familles, les phocidae, les otaridés, les aigridés, etc. On y retrouve également beaucoup de mammifères carnivores, notamment les félidés, famille où on retrouve le lion, et les canidés, famille où on retrouve le labrador. Les canidés font partie du sous-ordre des caniformes, qui reprend entre autres les ursidés, c'est-à-dire les ours. Le grizzly et le panda géant sont tous les deux des ours, tandis que le pandarou appartient à la famille des aigridés et est plus proche d'un phoque que d'un ours. On dit finalement que les phoques et les otaries sont tous les deux des carnivores et se distinguent par l'absence ou la présence respective d'oreilles externes. Les pandas font partie des carnivores, mais ne sont pas carnivores. Le chien vivarin ne fait pas partie de la famille des viviridés, mais n'est pas un chien domestique. Le lion de mer est en réalité plus proche du pandarou que du lion. Donc un texte très confus sur un sujet qu'il est lui aussi, et on nous demande quelle information peut être déduite de ce texte. Alors, la proposition A, on nous dit le chien vivarin est carnivore. Alors, est carnivore, ça fait référence à son régime alimentaire, pas au fait que c'est un carnivora, qu'il fait partie des carnivoras. Et vous avez du coup dans le texte un indice qui vous fait penser à la distinction entre faire partie des carnivoras et être carnivore, de l'ordre du régime alimentaire, en l'exemple du panda géant. Le panda géant, il fait partie des carnivoras, mais il est tout à fait herbivore, il mange du bambou. Eh bien, le chien vivarin, il fait partie des carnivoras, mais on ne sait pas ce qu'il mange, donc on ne peut pas dire qu'il est carnivore. La A est fausse. La B, on nous dit qu'il existe des mammifères carnivores qui ne font pas partie des carnivoras. Au début du texte, on nous dit on y retrouve également beaucoup de mammifères carnivores, notamment les félidés, etc. Donc on retrouve dans l'ordre des carnivoras beaucoup de mammifères carnivores.
Mais c'est pas pour autant que tous les mammifères carnivores se retrouvent dans l'ordre Carnivora, et c'est pas pour autant non plus que tous les carnivora sont des mammifères carnivores. C'est juste que on est sur deux ensembles qui s'entrecoupent de façon assez importante. Donc la B est tout à fait correcte. Le pandarou a des oreilles externes, là c'est juste sur le piège de, si vous avez déjà vu un pandarou, ou ne serait-ce qu'une photo, vous savez que c'est un petit mammifère mignon avec des oreilles, mais il n'y a aucune information dans le texte qui vous dit s'il a effectivement des oreilles externes ou non. Et l'ours polaire fait partie des caniformes. Dans les caniformes, on retrouve les ursidés. Dans les ursidés, on retrouve l'ours polaire. Mais dans le texte, ce n'est jamais indiqué. Donc on ne vous dit pas que l'ours polaire est effectivement un ours. Vous avez comme indice que les termes sont confus dans cette famille, puisque vous avez les pandas et pandas géants qui ne font pas partie du même groupe, vous avez le chien et le chien vivérin qui ne font pas non plus partie du même groupe, lion et lion de mer, donc ours polaire, ça pourrait être un animal qui n'est pas un ours, mais qui a le nom d'ours. Dans tous les cas, on ne peut pas le déduire du texte, donc il ne vous reste que la B. Septième question. Autour d'une table circulaire sont attablées 8 personnes. Chacune d'entre elles affirme que ses deux voisins sont des menteurs. Un menteur ment toujours, et quelqu'un qui dit la vérité dit toujours la vérité. En sachant que tout le monde sait si ces deux voisins sont des menteurs ou pas, combien y a-t-il de personnes au minimum qui disent la vérité? Alors, on va représenter la situation en faisant une table avec les 8 personnes autour. Et on nous dit qu'un menteur ment toujours et qu'un type qui dit la vérité dit toujours la vérité. Et petite particularité, tout le monde s'accuse d'être des menteurs. Alors, sur base de cet énoncé, il y a un petit élément important en réalité à mettre en évidence. C'est que cette situation est impossible. À savoir, 3 menteurs, l'un à la suite de l'autre, autour de la table. Puisque si je vous représente cette situation, 1, 2 et 3 qui sont tous les 3 des menteurs, eh bien 2 est en train d'accuser 1 et 3 de mentir. Or, ce sont effectivement des menteurs. Donc d'un coup, ce que dit 2 est vrai. Donc c'est impossible que vous ayez 3 menteurs à la suite. Donc on va essayer de répartir un maximum de menteurs autour de la table, puisque le but c'est d'avoir un minimum de personnes qui disent la vérité, en suivant cette règle de ne jamais avoir 3 menteurs qui se suivent. On va commencer par 1 et 2, qui sont tous les deux des menteurs. 3, il dit la vérité, parce que sinon on se retrouverait dans le cas de figure qui ne fonctionne pas. Alors comme 3 il dit la vérité, il faut forcément que ces deux voisins soient des vrais menteurs. Donc 2 et 4, ils mentent. Après 4, on va essayer de nouveau mettre un maximum de menteurs. On se trouve de nouveau dans la situation où je ne peux pas mettre un troisième menteur pour 6, il doit dire la vérité. Du coup, comme il dit la vérité, 5 et 7 sont tous les deux des menteurs, puisque 6 dit vrai. Et comme dernier personnage, je pourrais essayer de mettre un menteur pour minimiser le nombre de personnes qui disent la vérité, mais on se retrouverait du coup avec 8 qui accusent 7 et 1 de mentir, alors qu'ils mentent effectivement. Donc 8 est en train de dire la vérité. Et donc on se retrouve comme cas de figure de minimisation de nombre de personnes qui disent la vérité, où dans mon exemple c'est 8, 3 et 6, mais vous pouvez les tourner, ça aurait pu être 1, 4 et 7, c'est un même, mais on peut en avoir que 3 minimum qui disent la vérité. Je dis bien minimum, puisque si vous alternez par exemple menteur et personne qui dit la vérité, vous pouvez tout à fait mettre 4 personnes qui disent la vérité. Donc c'est le nombre minimum qui est important. Donc c'est la réponse B. 8e question de raisonnement. Dans le film Anchorman, Brian Fontana tente de séduire sa collègue de travail en utilisant un parfum. Voici ce qu'il a à dire à propos de l'efficacité du pouvoir de séduction du parfum Panther. Ils ont fait des études, dans 60% des cas, ça marche dans tous les cas. Alors c'est une formation un petit peu absurde puisque c'est tiré d'un film humoristique, mais on nous demande quelle proposition suit la même logique que celle de Brian, même si sa logique est un petit peu bizarre. La proposition A nous dit que dans 100% des cas étudiés, il y a 60% d'efficacité. C'est en réalité l'inverse, puisque ce qu'il nous dit, c'est que dans 60% des cas étudiés, il y a une efficacité de 100%. Ce qui se traduit par ces 60% des cas, ça marche dans tous les cas, une efficacité totale. La C veut dire la même chose que la A. 100% des résultats positifs d'efficacité sont confirmés avec une certitude de l'ordre de 60%. C'est assez redondant, et donc ce n'est pas la bonne réponse.
Et la D est un piège, puisque dans 40% des cas, ça ne marche pas. Les 40% restants par rapport aux 60% ne veulent pas forcément dire que ça ne marche pas. Tout ce qu'on sait des 60%, c'est que ça marche dans tous les cas. Donc dans les 40% restants, ça ne marche pas dans tous les cas. Peut-être que ça ne marche pas tout court, peut-être que ça ne marche pas dans tous les cas, mais en tout cas, on ne peut pas le savoir. Donc il vous reste la B, qui résume son idée générale. Si ça marche, dans 60%, ça marche d'office. Ça marche dans tous les cas, c'est pareil. Raisonnement un petit peu absurde, hein. Personne ne parle comme ça dans la vraie vie. 9e question de raisonnement. Monsieur C, le professeur de chimie, change les questions d'examen d'année en année, mais on est certain de plusieurs choses. Il y a 5 questions par examen, une seule par chapitre, parmi les 10 chapitres qui constituent le cours. De manière assez classique, il faut 50% ou plus de moyenne pour réussir l'examen. Une question est totalement réussie ou totalement ratée, pas d'entre-deux possible, et bien sûr, Monsieur C étant honnête, il n'interroge que sur la matière du cours. Alors, on va déjà attaquer cette partie du texte. Qu'est-ce qu'on a comme information ? Vous avez un certain cours de chimie de Monsieur C qui comprend 10 chapitres. Et parmi ces 10 chapitres, à chaque examen, vous avez 5 questions, chacune faisant référence à un chapitre distinct. On nous dit qu'il faut 50% ou plus de moyenne pour réussir, et petite particularité qu'une question est totalement réussie ou totalement ratée. En gros, c'est comme si vous aviez un point par question, et qu'il vous faut 5 sur 5. Il n'y a pas de demi-point bonus pour le raisonnement ou autre. Et on précise également que Monsieur C est honnête, il n'interroge que sur la matière du cours, donc vous n'avez pas une matière autre que celle qui est reprise dans les 10 chapitres qui d'un coup sortirait à l'examen. Ensuite, on nous dit que suite à une mauvaise gestion du temps, F n'a consacré que 2 jours de son blocus à l'étude du cours de Monsieur C. Vu l'importante quantité de matière et le peu de temps imparti, F a tenté d'être efficace et stratégique. Il a sacrifié chapitres 1 et 8, qu'il n'a même pas lu. Donc on n'a vraiment aucune information de ce qu'il y a dans le chapitre 1 et 8. Enfin, F ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. Pourquoi est-ce qu'il les a sacrifiés ? Eh bien, on nous dit qu'ils sont longs, compliqués et ils ne reviennent que très rarement dans les questions des examens des années précédentes. Cela lui a permis de focaliser son étude sur les chapitres restants, qui estime ainsi maîtriser à hauteur de 80% chacun. Quelle proposition est vraie concernant la stratégie de F ? Alors, première proposition nous dit que sa stratégie constitue un risque calculé. Le pire scénario serait d'avoir seulement 3 questions sur les chapitres étudiés à l'examen. Les scénarios à son avantage sont statistiquement plus fréquents, et si ce scénario catastrophe se présente, il a quand même 51,2% de chance de réussir. Alors la A sur la base de l'énoncé est correcte, et il faut vérifier le pourcentage, mais la base de l'énoncé nous dit que le pire scénario serait d'avoir seulement 3 questions sur les chapitres étudiés. Effectivement, parmi les 10 chapitres, si par malheur, par exemple, les questions 1, 2, 3, 4 et 5 font référence à, par exemple, le chapitre 1 et 8 pour la question 2. C'est un peu foutu pour ces questions-là, puisqu'il n'a même pas lu ces chapitres. Donc, il n'y reste que 3, 4 et 5 pour pouvoir répondre à ces questions. Alors, on va mettre les chapitres comme le numéro de la question, ça ne change rien. 3, 4 et 5 par exemple, chapitre 3, le chapitre 4 et chapitre 5 respectivement pour la question 3, 4 et 5. Et pour chacun de ces chapitres, il connaît sa matière à hauteur de 80%. Donc ça ne veut pas pour autant dire qu'il a déjà réussi. Il peut très bien se faire interroger sur un chapitre qu'il a étudié, mais sur la matière qu'il ne connaît pas, les 20% qu'il ne maîtrise pas. Donc ça veut dire que pour la question 3, il a 80%, ou 8 chances sur 10, de répondre correctement. Pour la question 4, il a également 80% de chances de répondre correctement. Et pour la dernière question, nous avons également 80%. Alors du coup, la probabilité qu'il réponde correct à la question 3, 4 et 5 de cet examen, il faut multiplier les probabilités entre elles. Ce qui correspond à avoir 8 x 8, 64, x 8, ça fait 512, sur 10 x 10 x 10, ça fait 1000, ou 51,2% sur 100, c'est pareil. Donc la A est tout à fait correcte. Si on vérifie les autres quand même, par acquis de conscience, la B, sa stratégie est bonne, F est certain qu'il sera interrogé sur la matière qu'il connaît pour minimum 60% des questions d'examen, lui assurant ainsi sa réussite.
Bah non, justement, si le pire cas de figure se présente et que vous avez les chapitres 1 et 8 qui tombent à son examen, les questions qui font référence au chapitre qu'il a étudié font peut-être référence à la matière qu'il ne maîtrise pas, les fameux 20% restants. Donc les 60% qui sortent ici, comme s'il avait 60% de son examen qui était d'office réussi, c'est faux. La C, sa stratégie n'est pas bonne. Suivant ses calculs, si les chapitres 1 et 8 tombent à l'examen, il aura seulement 48% de réussite au total. Là, c'est le raisonnement inverse. Si, par malheur, les chapitres 1 et 8 tombent, bah, il a quand même 3 questions pour lesquelles il peut avoir un point. Donc ces 48% sont un peu fatalistes et sortent de nulle part en réalité. C'est 60% x 80%, mais c'est un calcul qui n'a pas de raison d'être fait. C'est juste une proposition de piège, pardon. Et la D, sa stratégie est risquée, alors c'est le moins qu'on puisse dire, hein, puisque si jamais il a le pire scénario et qu'il se plante à une des 3 questions qu'il est censé maîtriser, eh ben, il rate son examen. Mais par contre, la suite de la proposition D est fausse, puisqu'on nous dit que F ne peut être certain de sa réussite, ça c'est correct, mais il est tout à fait possible que par malchance il ait 12% de moyenne à son examen. 12% de moyenne, c'est grosso modo un huitième. Comment est-ce que vous faites un huitième sur un examen qui ne comporte que 5 questions? Donc c'est impossible d'avoir 12%. Sa note la plus basse, ça serait 0%. Et s'il réussit une question, bah, il a 20%. Il n'y a pas d'entre-deux possible. Donc, vous pouvez le faire par élimination, trouver que B, C et D sont fausses et il vous reste la A, et vous espérez que le pourcentage qui vous est donné était effectivement bon, ou alors, vous le calculez comme je l'ai fait, et vous pouvez trouver la A. 10e question de raisonnement. Sur base du graphique ci-dessous, quelle réponse est correcte? Vous avez un double graphique qui représente les hommes et les femmes et qui nous parle de la consommation de tabac selon le sexe en 2017. On précise que la population de 15 ans et plus vivant en ménage privé constitue l'échantillon qui a été sélectionné pour faire ce graphique. Et vous avez 4 catégories, les fumeurs quotidiens, occasionnels, les anciens fumeurs et les non-fumeurs. Alors, quelle proposition serait correcte ici? Si on prend la A par exemple, on nous dit que le pourcentage d'humains non-fumeurs est de 51,5%. Les non-fumeurs, c'est ce qui est représenté en jaune dans le graphique, et d'où sort ce 51,5%? Eh bien c'est la moyenne que l'on obtient si on fait 45% plus 58% divisé par 2, ça fait bien 51,5. Alors cette réponse elle est tentante, mais le calcul que je viens de faire ici, il est uniquement correct si l'effectif des hommes est identique à celui des femmes. Autrement dit, si j'ai le même nombre d'hommes que de femmes. Ici, comme j'ai aucune information sur l'effectif des hommes et des femmes, eh bien, je ne peux pas faire ce calcul. Donc ça, c'est faux. La B est assez directe puisqu'on nous parle de nombre d'hommes fumeurs quotidiens qui dépasse de 4% celui des femmes. Alors, les fumeurs quotidiens, c'est ce qui est représenté en mauve. Alors, 21% et 17%, c'est bien 4% de plus pour les hommes, mais ce n'est pas un nombre, c'est un pourcentage. On ne sait pas si ça représente un nombre plus grand que de femmes. Donc, la B est fausse. La C, elle joue sur la même subtilité, mais on nous donne un postulat de base sur l'effectif d'hommes et de femmes. Si vous avez un certain nombre d'hommes, eh bien vous avez 20% de femmes de plus. C'est ce qui nous est dit. S'il y a 20% de femmes de plus que d'hommes, alors le nombre de femmes dans chaque catégorie sera plus petit que le nombre d'hommes dans ces catégories sauf une. Alors le postulat de départ nous donne un effectif hypothétique. On ne se casse pas la tête, hein, on prend un effectif simple. Par exemple, les hommes, vous en avez 100. Eh bien, si vous avez 20% de plus de femmes, c'est-à-dire que votre effectif, c'est 120. Et avec ces chiffres-là, vous pouvez ensuite vérifier si le nombre est effectivement à chaque fois plus petit dans toutes les catégories, sauf une. Alors, sauf une, c'est assez rapidement visible que non-fumeur, ça sera plus grand pour les femmes, puisque même à effectif égal, il y a plus de femmes qui sont non-fumeuses, 58% étant plus grand que 45%. Là, l'effectif des femmes étant carrément plus grand, le 58% ici, il est d'office plus grand que 45%. Maintenant, il faut vérifier les 3 autres catégories pour vérifier si la proposition C est effectivement correcte. Alors, on calcule à chaque fois. Vous avez 17% de 120, ce qui est l'équivalent de faire 17 fois 1,2, ce qui vous donne 20,4%. 20,4%, c'est effectivement plus petit que 21%. Donc pour cette catégorie, ça va. 6% de 120, ça fait 7,2%,
ce qui est effectivement plus petit que 10% pour les hommes. Et la dernière catégorie, des ex-fumeurs, vous avez 19% fois 120, ce qui vous donne 22,8%, qui est lui aussi plus petit que 24%. Donc c'est effectivement correct. La C est tout à fait juste. On vérifie quand même la D pour être sûr. On nous dit que les mineurs ne représentent qu'une faible fraction des données reprises. De nouveau, on joue sur l'absence de connaissances qu'on a sur l'effectif. On nous dit que la population de 15 ans et plus est ce qui a été sélectionné. Alors, si on imagine que c'est une population qui va jusqu'à des personnes très âgées, eh bien de 15 à 18, ce qui représenterait les mineurs, c'est sans doute un petit nombre. Mais on ne sait pas combien de personnes sont âgées de 15 à 18 ans, donc sont mineurs. Donc on ne sait pas du tout si ça représente un échantillon grand ou petit, on ne sait pas du tout la démographie au final de l'échantillon des hommes et des femmes qui ont été sélectionnés, donc la D est totalement fausse. Exercice 1. D retrouve L sur Facebook. Quelle serait la meilleure chose que D puisse faire dans cette situation? Réponse A. Envoyer un message à elle pour d'abord reprendre contact et ensuite la confronter sur le fait de lui avoir caché qu'ils avaient eu un enfant ensemble et qu'elle l'ait en plus abandonné. Donc, cette proposition me pose problème à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est la notion de confrontation. Donc la confrontation ne va normalement jamais conduire à une discussion calme et posée. Donc la confrontation, c'est d'une certaine façon conduire à un conflit, vouloir poser un conflit. En plus de ça, sur le fait de lui avoir caché qu'ils avaient eu un enfant ensemble et qu'elle l'ait en plus abandonné. Le concept de en plus abandonné, on est dans quelque chose d'assez fort, de très jugeant finalement, qui se fait en plus directement en face de la personne parce qu'ils sont en train de discuter de la situation. Donc ce n'est pas une opinion qui est exprimée par D. Donc de prime abord, cette proposition de réponse est incorrecte. Réponse B. L'ajouter comme amie sur Facebook, voir où elle en est dans sa vie, famille, enfant, travail, et en fonction de ça décider ou non de la confronter. Je ne suis pas tout à fait à l'aise avec cette proposition de réponse. Voilà, c'est vraiment... En fait, je ne sais pas prendre une décision et donc, voilà, je vais reprendre contact et je vais voir un peu où ça en est avant de prendre une décision. Ce n'est pas franc comme comportement. Donc, de prime abord, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas une bonne proposition de réponse. Réponse C. Lui annoncer qu'il a retrouvé leur fille et que même si elle n'assume pas, lui au moins sera un bon parent et sera là pour sa fille. Lui au moins fait preuve d'énormément de jugement envers elle. Ce n'est donc absolument pas adéquat. Et enfin, réponse D. Laisser elle tranquille. Après tout, si elle a abandonné sa fille, c'est qu'elle n'a pas d'importance pour elle. Alors, sur le coup, on pourrait penser au fait qu'il y ait une forme de jugement. Sauf que c'est un jugement qui n'est pas exprimé envers elle, c'est une opinion que D a. Et à côté de ça, la situation pour D s'est améliorée parce qu'il a eu il pourrait avoir l'occasion de reprendre contact avec sa fille. Et si elle a ce besoin de retrouver leur fille, elle a toujours l'occasion par elle-même de faire les démarches de son côté. Donc la réponse D n'a rien d'incorrect, donc il s'agit bien de la bonne réponse. Exercice 2. Quelle serait la manière la plus appropriée pour D d'aborder la situation avec H? Proposition A. Je suis désolée, je n'ai pas été là pendant les 20 premières années de ta vie. Mais ne t'inquiète pas, je suis là maintenant. On est dans quelque chose quand même qui minimise énormément les sentiments de H et même de D. Donc ce n'est pas la proposition la plus adéquate. Réponse B. C'est un gros choc à encaisser de savoir que j'ai une fille qui est déjà adulte. Est-ce que toi ça va ? Ça, par contre, c'est vraiment correct parce que D a l'occasion d'exprimer justement son ressenti, le choc qu'il a de savoir que finalement il a une fille qui est déjà adulte, et à côté de ça, il cherche à savoir comment H elle-même se sent. Donc la réponse B est en effet la bonne réponse. On va quand même maintenant analyser la réponse C et D. C. Maintenant que tu sais que j'existe, souhaites-tu savoir qui est ta mère ? Je peux te mettre en relation avec elle, je l'ai retrouvée sur Facebook. Là, on ne fait absolument pas part des ressentis ni de D ni de H. On est dans quelque chose qui est complètement hors sujet par rapport à la primo-conversation qu'il y a entre ces deux individus. Donc ce n'est pas adéquat. Et enfin, proposition D. Je propose qu'on se rencontre en vrai pour faire connaissance. Ce n'est pas tous les jours qu'on a un nouvel enfant de 20 ans. Donc, petite blague, humour, on minimise un peu finalement cette première rencontre et on ne fait pas du tout mention des sentiments de D et de H. Donc la B est clairement une réponse beaucoup plus adéquate à la situation.
Exercice 3. Cet exercice porte sur les aspects éthiques liés au concept d'accouchement sous X et de son alternative, les boîtes à bébés, que ce soit en Belgique ou en France, où les aspects législatifs sont différents. On vous demande quelle proposition est correcte à ce sujet. Réponse A. L'accouchement sous X en France respecte le principe d'autonomie en laissant à la mère la possibilité d'un anonymat total et en respectant ainsi le droit au secret médical. Alors, cette proposition est tout à fait correcte. On a tout à fait un principe d'autonomie qui est respecté dans le sens où elle prend vraiment cette décision et elle ne peut pas se faire connaître par la suite. Donc on a un respect total du secret médical à partir du moment où elle a pris la décision concrète et définitive de ne pas se faire connaître de son futur enfant. Au niveau des réponses B et C, on fait preuve du principe de non-malfaisance envers le bébé. Il n'est pas possible ici de porter la moindre hypothèse de non-malfaisance par rapport à ses enfants. Donc ces deux propositions sont de facto incorrectes. Et enfin, la réponse D, l'accouchement sous X et les boîtes à bébés sont des fausses solutions au problème de l'abandon d'enfants qui reste avant tout chose un acte non éthique, c'est tout simplement quelque chose qui est hors sujet. La bonne réponse est donc bien la réponse A. Exercice 4. C et M sont tous deux des enfants de 12 ans qui vivent dans un orphelinat. C est orphelin car ses parents ont été tués dans un accident lorsqu'il était plus jeune. N'ayant pas de famille, il a été placé dans cet orphelinat. M, quant à elle, a été abandonnée à la naissance et ne connaît pas ses parents biologiques. C dit à M qu'elle a de la chance, car comme elle n'a jamais connu ses parents, ils ne peuvent pas lui manquer autant que dans son cas. Que devrait répondre M à C? Alors, si on analyse la réponse A, oui, et toi, comme tes parents ont été tués quand tu étais petit, t'es un peu comme Batman. En vrai, c'est limite stylé. On a quand même une grosse minimisation du ressenti potentiel que C pourrait avoir par rapport à la perte de ses parents. Voilà, ce n'est pas adéquat dans cette circonstance. Réponse B. C'est horrible ce que tu me dis, tes parents ne t'ont pas appris le tact avant de mourir? Gros jugement, non adéquat. Réponse C. Je ne suis pas d'accord, toi tu as pu connaître tes parents et tu en gardes au moins quelques souvenirs. Moi, apparemment, je n'ai rien. On pourrait penser que c'est intéressant parce qu'il y a une forme de débat, mais en fait, ce débat, c'est juste une comparaison. Comme s'il se disputait le droit de qui a le droit, en fait, finalement, d'être le plus triste par rapport à sa situation personnelle. Donc, relativement peu adéquat. Par contre, la réponse D, c'est ton opinion, mais je ne la partage pas, de manière très factuelle. Ben voilà, ça évite tout conflit. Voilà, nous sommes d'opinions différentes et cela en reste là. Donc, la réponse D est la bonne réponse. Exercice 5. P voulait aller ce week-end au parc d'attractions avec des amis. Il demanda à sa sœur de l'argent pour payer l'entrée, ainsi que de les accompagner car il n'y avait pas d'autres adultes disponibles pour lui et ses amis. Quelle est la réaction la plus adéquate que M devrait avoir envers elle-même? Réponse A. Accepter. Elle souhaite donner le meilleur à son petit frère. Alors, étant donné qu'on cherche une proposition qui est adéquate envers M, étant donné qu'on référence dans le texte la situation financière assez compliquée de M, le fait d'accepter sans penser à cet aspect financier est non adéquat. Donc ça ne peut pas être la bonne réponse. Réponse B. Accepter de lui payer l'entrée, mais expliquer à P qu'elle doit se reposer ne peut donc pas les accompagner. Donc, c'est un peu dire j'accepte, mais en fait tu ne peux pas y aller parce que je rappelle, on dit dans l'énoncé de l'exercice qu'il n'y a pas d'autres adultes disponibles pour accompagner P et ses amis. C'est donc pas adéquat. Réponse C. Refuser sa demande, mais proposer d'organiser une après-midi jeu à l'appartement avec ses amis à la place. Donc ça permet de ne pas avoir la difficulté financière, de quand même permettre à P de faire quelque chose d'amusant avec ses amis et donc d'accomplir entre guillemets son devoir en tant que sœur, de faire en sorte que P puisse avoir des activités sympathiques. Et de fait, il s'agit de la bonne réponse, la D étant totalement inappropriée, lui dire qu'il peut y aller s'il paye avec ses propres économies. Je rappelle bien que P a 10 ans, donc ce n'est pas du tout adéquat de faire ce genre de proposition. Exercice 6. Vers 19h, M reçoit un appel de l'un de ses supérieurs hiérarchiques, Monsieur C, un ami proche de Monsieur L. Celui-ci la confronte sur le retard de dépôt d'un rapport urgent. Il prétend lui avoir demandé de lui remettre au plus tard ce vendredi. M n'en a aucun souvenir et se doute qu'il s'agit à nouveau d'un harcèlement à son encontre. Comment doit-elle réagir?
Alors, proposition A. M décide de répondre calmement mais fermement à Monsieur C, affirmant qu'elle n'a jamais reçu de demande pour ce rapport et qu'elle est prête à vérifier ses emails et messages pour le prouver. Elle exige des preuves écrites de sa demande. Alors, le fait d'exiger comme ça, on va quand même en fait émettre une forme de jugement envers Monsieur C en mode je ne te crois pas quant à ta demande. Elle se dit prête à vérifier ses emails et messages pour le prouver. Pour prouver quoi? Finalement, ça peut être tout simplement une demande qui a été faite de manière orale. Donc la A, elle n'est pas correcte. Réponse B. M accepte la possibilité qu'elle ait manqué la demande et propose de travailler sur le rapport immédiatement. Je rappelle qu'il est 19h. Donc le fait de s'oublier totalement au profit de quelqu'un d'autre, non, ça ne peut pas être adéquat. Donc, incorrect. Réponse C. M envoie un email à Monsieur C après l'appel, récapitulant la conversation et lui demandant de confirmer par écrit qu'il avait bien fait cette demande. Elle inclut également son supérieur hiérarchique direct dans la communication pour plus de transparence. Alors là, sur le coup, le fait d'inclure le supérieur hiérarchique, c'est vraiment en fait finalement de faire appel à une tierce personne dans un cadre de confirmation de l'information, donc de la demande de Monsieur C envers M. Non, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans, ce n'est pas adéquat. Et enfin, réponse D, M décide de signaler l'incident immédiatement à une personne de confiance au sein du conseil d'administration ou au service des ressources humaines, en expliquant qu'elle pense être victime de harcèlement lié à sa dénonciation précédente. Elle fournit des détails sur l'appel et demande de l'aide pour résoudre cette situation. Là par contre, c'est totalement adéquat. Tu vas demander conseil à une personne de confiance, tu vas essayer ton objectif est de résoudre la situation, donc tu vas vraiment demander de l'aide face à la situation. Non, franchement, la réponse D est tout à fait adéquate. Exercice 7. M se tourne vers son ami proche, S, pour lui parler de la situation difficile qu'elle traverse au travail. Cependant, S a tendance à être un peu égocentrique et à ramener souvent la conversation à elle-même. Elle se demande comment aborder le sujet avec S et obtenir son soutien sans que la conversation ne dérive vers les problèmes de S. Quelle est la façon la plus adéquate d'agir? Réponse A. M aborde le sujet de manière directe et claire avec S en lui expliquant qu'elle a besoin de son soutien et de son écoute pour traverser cette période difficile. Donc ça, c'est plutôt correct. Elle demande à S de mettre de côté ses propres préoccupations. Ça, déjà, un tout petit peu moins, parce que le but, ce n'est pas que une seule des deux puisse parler de ses problèmes. Pendant un moment, ça rattrape pour pouvoir se concentrer sur elle pour une fois. Alors, le pour une fois, là, on est en plein dans un jugement. Ce n'est donc pas du tout adéquat. Réponse B. M commence par écouter attentivement S parler de ses propres problèmes pendant quelques minutes. Ok. Puis elle introduit doucement le sujet de ses propres préoccupations en lui demandant son avis et son soutien. Ça, c'est plutôt vraiment bien. Donc, tu as une notion où les deux ont l'occasion de parler de leur situation. Elle a introduit le sujet en demandant directement l'avis et le soutien de S par rapport à la problématique. Donc, la réponse B est vraiment tout à fait adéquate. On va quand même regarder C et D. Donc, réponse C. M choisit de changer légèrement de sujet chaque fois que S ramène la conversation à elle-même. Elle trouve des moyens subtils de ramener la conversation sur ses propres problèmes sans paraître trop directe. C'est un peu tordu. On n'est pas dans quelque chose de franc et d'honnête, et on n'est pas non plus dans quelque chose de très efficace. Donc non, ce n'est pas la solution la plus adéquate. Et enfin, M se rend compte que S n'est pas la personne la plus adaptée pour pouvoir parler de ses problèmes et décide de ne rien évoquer à ce sujet. L'objectif de M est quand même d'essayer d'obtenir son soutien à S. Donc ici, juste de s'oublier et de renoncer de parler de ses problématiques, déjà ce n'est pas une amitié et c'est pas une communication. Donc de fait, c'est totalement inadéquat. La bonne réponse était donc bien la réponse B. Exercice 8. Lors d'une réunion de travail mensuelle, un de vos collègues présente un projet qu'il a développé. Vous vous rendez compte qu'une grande partie de son travail repose sur des idées que vous aviez partagées avec lui lors d'une conversation informelle. Comment réagissez-vous? Alors, proposition A. Vous interrompez la présentation pour faire remarquer à l'ensemble des participants que ces idées viennent de vous,
Non, on n'interrompt pas comme ça quelque chose pour balancer à la face de tout le monde l'information. C'est quelque chose qui nécessite une communication en privé sans faire intervenir tierce partie. Donc, non. Réponse B. Vous envoyez un mail à votre supérieur hiérarchique. Donc, de nouveau, on fait appel à une tierce personne par rapport à une problématique qui n'engage que vous deux. Et en plus, pour demander une promotion, non. On est dans un hors-sujet et c'est totalement inadéquat. Réponse C. Vous attendez la fin de la réunion pour parler en privé à votre collègue et lui rappeler la provenance des idées, en soulignant que vous souhaiteriez qu'il mette vos autres collègues au courant. Ça, par contre, c'est totalement adéquat. Vous avez une conversation privée, vous faites part de votre ressenti et vous demandez justement à ce collègue de faire en sorte de faire valider votre contribution au projet. Donc, c'est même à l'opposé de la réponse D. Vous laissez passer la situation. Donc, en fait, vous vous oubliez totalement face à la problématique qui vous lie avec votre collègue de travail. Donc, clairement, la réponse C correspond à la bonne réponse. Exercice 9. M, un enseignant de primaire, remarque qu'un de ses élèves, T, a souvent l'air triste et fatigué en classe. Malgré ses efforts pour l'encourager, T a du mal à suivre et à participer activement aux activités. Après plusieurs semaines d'observation, M décide d'avoir une conversation avec T pour comprendre la situation. T lui confie qu'il doit travailler tard chaque soir dans le magasin familial, ce qui l'empêche de bien dormir et de se concentrer en classe. Quelle est la réaction la plus adéquate de M envers T ? Alors, par rapport à cette question, on peut déjà assez rapidement éliminer deux propositions, respectivement les réponses C et D. Donc réponse C. Réprimander T pour son manque d'attention en classe et lui demander de mieux s'organiser car l'école doit rester sa priorité. On est dans quelque chose de pas du tout empathique et qui n'a pas du tout pour objectif d'aider T à supporter la situation actuelle. Donc ce n'est pas adéquat comme comportement. Réponse D. Organiser une réunion avec les parents, le directeur de l'école et peut-être un travailleur social pour discuter des impacts de cette situation. Alors ça fait quand même énormément de monde. Donc là, à part induire une pression supplémentaire sur l'enfant, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc la D est également inadéquate. Alors, réponse B. Consulter le psychologue scolaire, ça c'est plutôt pas mal, pour discuter de la meilleure approche adoptée, pas mal, et obtenir des conseils sur la façon de soutenir T. Donc franchement, sur le coup, c'est vraiment très cohérent. La problématique de cette phrase, c'est le concept de lorsqu'il est à l'école. Donc en fait, on va uniquement s'occuper des conséquences de la problématique et non pas des causes, qui sont le fait que le soir, il doit travailler tard dans le fameux magasin familial. Donc ici, on est dans quelque chose qui n'est pas totalement adéquat parce qu'en fait, on ne s'intéresse à T que dans ce cadre scolaire. Donc si on s'intéresse par contre à la A, parler directement aux parents, donc ça, on pourrait se dire, voilà, ça fait intervenir une personne tierce, mais on souligne quand même que T est quand même un enfant de primaire. Donc les parents sont quand même les personnes de contact, les personnes concernées par rapport à la situation au vu de l'âge de T. Pour leur expliquer l'importance du repos pour la réussite scolaire de T et trouver ensemble une solution. Donc ici, on s'intéresse vraiment aux causes et aux conséquences, donc à faire en sorte que l'ensemble de la situation puisse éventuellement s'améliorer. Donc en l'occurrence, la réponse A est bien beaucoup plus adéquate que la réponse B. Il s'agit donc bien de la bonne réponse. Exercice 10. Une infirmière, E, travaille dans un service de chirurgie dans un hôpital. Elle remarque qu'un de ses collègues, M, ne suit pas toujours les protocoles stricts de désinfection des instruments chirurgicaux. Quelle est la réaction la plus adéquate ? Alors, proposition A. Ignorer le problème pour éviter des conflits au sein de l'équipe et se concentrer sur son propre travail. Ignorer une situation pareille, ça ne peut jamais être adéquat. Réponse B. Signaler immédiatement M à la direction pour qu'une action disciplinaire soit prise, en soulignant le risque pour les patients. Alors, oui, il y a un risque pour les patients, mais ici, on a littéralement une preuve de délation. Ce n'est pas adéquat. D. Proposer une formation de rappel sur les protocoles de désinfection à toute l'équipe, abordant ainsi le problème de manière générale sans cibler M spécifiquement. C'est un détournement, on n'assume pas forcément la conversation. Non, ce n'est pas adéquat. Et enfin, proposition C, discuter directement avec M, ça c'est très bien, en privé, c'est très bien, pour lui rappeler l'importance des protocoles de désinfection, très bien, et lui proposer de l'aide si besoin. Donc cette proposition est totalement adéquate.
Exercice 11. Un étudiant en médecine, L, découvre que son ami et camarade de classe, J, utilise régulièrement des stimulants illégaux pour améliorer ses performances académiques. Ils sont tous les deux en compétition pour leur spécialité et actuellement, J est mieux classé que lui pour obtenir la place. Comment devrait agir L? Alors, on peut très rapidement éliminer certaines propositions de réponse, notamment la proposition D. Envisager de prendre lui-même des stimulants le temps que le choix de la spécialité se termine, ce n'est pas du tout adéquat. On peut également assez rapidement éliminer la réponse B, ignorer la situation car cela relève de la vie privée de J et qu'intervenir pourrait nuire à leur amitié. C'est juste un évitement du conflit, on ignore totalement la problématique, ce n'est pas adéquat non plus. Il nous reste 2 propositions de réponse. Donc réponse A, demander conseil sans citer de nom à leur professeur principal qui se trouve être le chef de service de la spécialité visée. C'est vrai que demander conseil, étant donné que la situation est quand même assez peut avoir des conséquences assez importantes, pourrait être intéressant, sauf qu'ici on a quand même la notion qu'il s'agit du chef de service de la spécialité visée, et même si les noms ne sont pas cités, je veux dire, il y a quand même une forme de délation qui peut éventuellement apparaître. Donc je ne suis pas fan de cette proposition de réponse. Par contre, réponse C, en parler directement avec J pour discuter des dangers potentiels de l'utilisation de ces stimulants, ça c'est tout à fait adéquat. Exercice 12. En tant que responsable d'une équipe de recherche, vous apprenez qu'un de vos collègues falsifie les résultats de ses analyses. Quelle est la réaction la plus adéquate? Alors, on peut très rapidement éliminer 2 propositions de réponse. La A, vous convoquez immédiatement l'équipe entière pour dénoncer ce comportement et expliquer pourquoi c'est inacceptable. Là, non seulement vous faites intervenir tierce personne, mais en plus vous balancez une information qui doit, en tout cas dans un premier temps, plutôt nécessiter une conversation confidentielle directement à énormément de gens. Ce n'est pas adéquat. Et la réponse C, vous informez directement les autorités compétentes et demandez une enquête officielle sur la méthodologie employée. C'est également peut-être user directement de très gros moyens, alors que ça ne serait peut-être déjà simplement une communication en tête-à-tête. Hop, il nous reste la B et la D. Donc vous rencontrez le membre concerné en privé pour discuter de la situation et lui demander d'arrêter immédiatement cette pratique. Ok. La problématique de cette proposition concerne tout simplement tous les résultats frauduleux qui ont été obtenus jusqu'à présent. Je sais pas parce qu'il ne va pas y en avoir de nouveaux à partir de là que les anciens résultats, il n'y a pas un problème à leur sujet. Du coup, ici, la plus adéquate, ça correspond à la proposition D. Vous lui demandez de reprendre ses expériences depuis le début pour obtenir des résultats non frauduleux, sous-entendant que ce n'est pas correct d'avoir des résultats frauduleux lors de vos publications. Donc la réponse D est en effet la plus adéquate. Exercice 13. L'entreprise de B demande des informations médicales détaillées sur ses employés pour un programme de bien-être. B refuse de fournir ces informations à son employeur. Quelle est la réaction la plus adéquate de l'employeur? La bonne réponse ici est la réponse B. Accepter la décision. Tout simplement parce que c'est le droit de B de refuser de communiquer ces informations médicales. Alors, au niveau des autres propositions de réponse. Réponse A. Exiger les informations médicales en rappelant que le programme est pour le bien-être des employés. On n'a pas à exiger des informations médicales qui sont donc, pour rappel, confidentielles. C. Lui promettre que les données récoltées resteront confidentielles. J'aimerais dire encore heureux. Donc non. Et enfin D. Menacer B de ne pas participer au programme si elle refuse de fournir les informations. Déjà on ne menace pas et en plus B assume le fait qu'il ne participera pas vu qu'il ne veut pas communiquer ces informations médicales. La bonne réponse était donc bien la réponse B. Exercice 14. Une patiente âgée de 70 ans, Madame G, refuse de prendre les médicaments prescrits pour son hypertension, affirmant qu'elle préfère des traitements naturels. Son médecin, le docteur L, est préoccupé par les risques que cette décision pourrait poser pour la santé de Madame G. Celle-ci s'est informée sur le sujet et a des raisons personnelles et culturelles de préférer des traitements naturels. Comment le docteur L devrait-il réagir de manière la plus adéquate possible? Alors, on peut déjà éliminer la proposition B. Lui demander pourquoi elle ne souhaite pas se soigner correctement. Donc,
Pourquoi ne pas se soigner correctement est quand même une énorme forme de jugement. Donc ce n'est pas du tout adéquat. On peut également éliminer la réponse D, informer les membres de la famille de Madame G pour qu'ils la persuadent de suivre le traitement prescrit, en espérant que la pression familiale l'incite à changer d'avis. Non seulement tu vas rompre le secret médical, pour en plus essayer d'exercer une pression sur la patiente. Ce n'est pas du tout adéquat. Donc, il nous reste la réponse A et la réponse C. Donc, ici, on nous dit dans l'énoncé que Madame G s'est informée sur le sujet. Alors, le fait qu'elle se soit informée sur le sujet ne veut pas dire qu'elle s'est informée correctement. Donc, de manière générale, la réponse A me pose problème parce que respecter la décision de Madame G sans essayer de lui expliquer, sans vérifier qu'elle a toutes les informations à ce sujet, ça me pose sincèrement problème. Du coup, j'aurais tendance à privilégier la réponse C, discuter des raisons de sa préférence pour les traitements naturels, lui fournir des informations détaillées sur les différents avantages et les risques, afin de justement trouver un compromis, essayer de mettre en place quelque chose qui va à la fois respecter les raisons personnelles et culturelles de Madame G, mais faire en sorte qu'elle soit totalement éclairée sur la question. Donc la réponse C est la bonne réponse à cette question. Exercice 15. O vient de devenir papa d'une petite fille. Il voulait demander à son frère de devenir parrain, mais il s'est fortement éloigné car celui-ci n'apprécie pas spécialement la compagne de O. Celui-ci se tourne alors vers son meilleur ami, A, et après lui avoir expliqué la situation, lui propose d'être parrain à la place de son frère, par peur que ce dernier néglige son rôle de parrain à cause de sa relation avec sa belle-sœur. Comment devrait réagir A vis-à-vis de cette demande ? Alors, réponse A. Je suis honoré par ta demande, j'accepte avec grand plaisir, tu peux me faire confiance, je vais prendre ce rôle avec le sérieux qui s'impose. Alors de prime abord, franchement, c'est vraiment très correct. Sauf que il met totalement sous silence la problématique que O rencontre justement avec son frère par rapport à la problématique qui le lie avec sa compagne. Donc ici, je ne suis pas fan de cette proposition de réponse, à cause justement de mettre sous silence en fait, la problématique émotionnelle de O face à son frère. Donc j'aurais tendance à dire que non. Hop. Réponse B. Pourquoi penses-tu que ton frère délaisserait sa nièce ? Alors ça, par contre, justement, c'est ce que je viens de dire par rapport à la proposition A, c'est vraiment très adéquat. Pourquoi ? Parce qu'ici, en fait, la vraie problématique n'est pas de savoir si oui ou non A va accepter de devenir le parent, mais bien le fait que O ait un conflit avec son frère parce qu'il a peur que celui-ci, finalement, ne s'implique pas correctement dans la vie de son enfant. Donc la B est vraiment très 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 correcte. Hop, il s'agit d'ailleurs de la bonne réponse. Si on analyse les deux autres propositions de réponse, c'est qui sera la marraine ? On est tout simplement dans du hors-propos. Et réponse D, écoute, je suis désolée, mais je viens d'adopter un poisson rouge et ça fait déjà beaucoup de responsabilités, donc je vais devoir décliner. À part l'aspect humoristique, on va pas se mentir, il n'y a pas grand-chose d'adéquat dans cette proposition de réponse. La bonne réponse était donc bien la réponse B. Exercice 16. Vous êtes interne aux urgences de l'hôpital sous la juridiction du Dr M. La femme de celui-ci se trouve être hypocondriaque et vient fréquemment aux urgences pour des raisons mineures. Le Dr M vous fait prendre en charge systématiquement sa femme et vous demande de répondre à ses attentes de manière sérieuse. Un soir, alors que les urgences sont bondées et que vous êtes en sous-effectif, la femme du Dr M arrive pour un bouton rouge qui est apparu sur sa main, que vous suspectez être bénin. Vous êtes fatigué et savez qu'il y a dans la file d'attente des patients qui ont des problèmes sérieux. Comment réagissez-vous ? Alors, réponse A. Vous la prenez immédiatement en charge comme demandé par le Dr M. Alors là, clairement, selon le principe de la justice, ce n'est pas du tout adéquat. Pourquoi est-ce qu'elle devrait passer en priorité alors que plusieurs personnes sont déjà dans la file d'attente et ont potentiellement des problèmes sérieux ? Donc ceci est inadéquat. Réponse B. Vous expliquez poliment à la femme du Dr M que les urgences sont actuellement surchargées et lui recommandez de consulter son médecin de traitement pour son bouton. Là, c'est littéralement la rembarrer. Humainement, c'est pas incroyable. Donc, prime abord, c'est également une mauvaise réponse. Réponse C. Vous reportez sa prise en charge pour d'abord traiter les patients avec des problèmes sérieux, sous-entendant qu'elle n'a pas de problème sérieux.
c'est pas totalement inadéquat, mais voilà, on a quand même dans l'esprit une notion de jugement. Et par contre, réponse D, vous la faites attendre jusqu'à ce que la situation aux urgences se calme. Donc finalement, c'est assez similaire à la réponse C, sauf qu'on rajoute en plus la notion que l'objectif est de pouvoir lui offrir un traitement adéquat. Donc pour moi, la réponse D est la réponse la plus adéquate dans cet exercice. Exercice 17. Alors, malheureusement, la femme du docteur M est revenue durant l'après-midi pour ce problème de boutons, qui s'est entre-temps aggravé, car elle présente maintenant une multitude de petits boutons sur la langue, les pieds et les organes génitaux. Après analyse, vous lui diagnostiquez la syphilis, une MST. En apprenant la nouvelle, elle devient blanche, vous avoue à demi-mot qu'elle trompe son mari et que la maladie ne peut venir que de son amant, n'ayant plus eu de relations sexuelles avec son mari depuis quelques semaines. Elle vous supplie de ne rien dire à son mari. Que faites-vous? Donc de nouveau, on va analyser les propositions à l'envers. Donc, réponse D. Il se trouve que cette proposition est fausse parce qu'il n'y a aucune obligation pour un professionnel de la santé de signaler les cas de maladies sexuellement transmissibles aux autorités sanitaires. Donc celle-ci est fausse. Réponse C. Vous lui rappelez que son mari étant lui-même médecin, il pourra se rendre compte de toute façon par lui-même de sa pathologie. Alors de nouveau, cette proposition est totalement hors de propos par rapport à la demande de la femme du docteur M de ne rien dire par vous-même à son mari. Donc, inapproprié. Alors, réponse B. Vous respectez le secret médical et acceptez de ne pas révéler le diagnostic à son mari sans son consentement explicite. La réponse B est tout à fait correcte. Le problème, c'est que si on regarde la réponse A, vous l'informez de votre obligation de respect du secret médical. Techniquement, ça correspond de manière condensée exactement à la proposition B. Et en plus de ça, on rajoute que vous l'encouragez à révéler elle-même son diagnostic à son mari en lui offrant un soutien adéquat pour cette démarche. Donc ça rajoute en plus une dimension d'aide, de proposition d'aide, qui est plus que adéquate. Donc la bonne réponse ici est bien la réponse A. Exercice 18. Vous venez de passer le concours de l'ARES. Arrivent les résultats et vous remarquez qu'il y a une erreur manifeste. Vos notes ne correspondent pas du tout à ce que vous aviez répondu. Les notes attribuées sont clairement plus basses, vous faisant passer ainsi de la 4e place lauréat à l'échec. Comment réagissez-vous? Ici, la bonne réponse était la réponse B. Vous contactez immédiatement l'administration du concours pour exiger une rectification. Après tout, ils doivent bien avoir encore votre feuille de réponse. Donc, malgré le fait qu'il y ait une notion d'exigence, vous contactez qui de droit et vous assumez qu'ils vont avoir eux-mêmes votre feuille de réponse, donc quelque chose pour prouver vos dires. Si on analyse les autres propositions. Réponse A. Vous ignorez l'erreur afin d'éviter tout conflit pour être marqué dans votre dossier et retenter votre chance l'année suivante. Alors, qui fait preuve d'abnégation à ce niveau-là? Voilà. Et c'est pas du tout correct rien que pour vous-même, donc non. Réponse C. Vous partagez votre expérience sur les réseaux sociaux et pour attirer l'attention sur le problème et obtenir du soutien. Alors là, de nouveau, vous faites intervenir une tierce personne. Ce n'est pas adéquat dans le cadre de la résolution d'un conflit. Donc non. Et enfin, D. Vous décidez d'envoyer un email directement au président du jury en lui expliquant en détail pourquoi vous pensez que vos notes sont erronées. C'est vrai qu'elle paraît assez similaire à la réponse B. Sauf que ici, vous avez vraiment cette notion de vous menacer également de porter l'affaire devant un tribunal administratif si votre demande de révision n'est pas satisfaite. Le fait de menacer comme ça, avant même que la personne ne puisse réagir face à la problématique, ça les gars, c'est pas du tout adéquat. Donc la bonne réponse était bien la réponse B. Exercice 19. Le Dr N a mené une étude importante sur un nouveau traitement et a obtenu des résultats très prometteurs qui méritent non seulement une publication dans la revue Nature, mais qui pourraient lui permettre également de lancer une start-up autour de ce traitement. Une autre équipe de recherche demande à avoir accès aux différentes données obtenues pour une étude complémentaire. Comment devrait réagir le Dr N? Alors, on peut déjà assez facilement éliminer 2 propositions de réponse. Les propositions C, il accepte de partager les données sous conditions strictes de confidentialité de reconnaissance de la contribution initiale. C'est assez correct, par contre, il leur envoie ensuite une version incomplète de celle-ci. C'est totalement inadéquat.
Et enfin, la réponse D, il exige une collaboration officielle et une copublication afin de partager les données. Donc le fait ici d'exiger et surtout un peu de « donne-moi d'abord ce que je veux avant que je te donne ce que tu veux », non, on est dans quelque chose de totalement inadéquat par rapport à la situation. Ok, il nous reste les propositions A et B. Si on analyse la réponse B, elle est très tentante. Il partage les données sans condition pour favoriser l'avancée scientifique. Clairement, selon le principe de non-malfaisance, c'est quelque chose qu'il faut faire pour favoriser l'avancée scientifique. Par contre, le fait de partager les données sans condition, par contre, va en opposition avec la bienfaisance pour le docteur N. En effet, lui, il ne va pas forcément pouvoir publier sa revue par lui-même, et en plus de ça, ça pourrait potentiellement compromettre le fait de lancer sa start-up. Donc ici, la bonne réponse va plutôt être la réponse A. Il refuse de partager les données pour protéger ses résultats et ses perspectives d'avenir. En effet, il a tout à fait légalement le droit de refuser de partager ses données, et à côté de ça, ça suit les principes d'autonomie, donc sa décision, et ça suit le respect du principe de bienfaisance envers lui-même. Exercice 20. Un élève du secondaire, D, révèle à sa professeure de morale, Madame M, qu'il est victime de cyberharcèlement depuis plusieurs mois. D explique qu'il reçoit régulièrement des messages menaçants et insultants sur les réseaux sociaux, ce qui l'affecte énormément. Il craint de signaler ces incidents à ses parents ou aux autorités scolaires de peur que cela empire la situation. Quelle serait la meilleure réponse de Madame M pour aider D ? La bonne réponse ici est bien évidemment la réponse B. L'inciter à aller discuter avec le centre psychomédico-social de l'établissement afin de pouvoir tout simplement discuter et essayer de faire améliorer la situation. Si on analyse les autres propositions de réponse, par exemple si on regarde A et D, dans les deux cas en fait c'est une forme d'échappement, donc ça ne va en rien régler la problématique, ce n'est donc absolument pas adéquat. Et enfin, réponse C, enquêter elle-même pour identifier les harceleurs et recueillir des preuves avant de signaler l'incident. Sous-entend déjà qu'il faut qu'elle puisse les identifier, recueillir des preuves, et ça sous-entend également que pendant toute cette période-là, D va potentiellement continuer à être victime de harcèlement, et donc le problème va tout simplement continuer. Donc ce n'est pas adéquat non plus. La bonne réponse était donc bien la réponse B. Exercice 21. Madame X, une veuve de 83 ans, est admise dans une unité spécialisée pour les personnes présentant des troubles moteurs au sein d'une maison de retraite. Madame X, par peur de tomber dans la douche de sa chambre, a commencé à négliger son hygiène corporelle et a développé une irritation cutanée importante. Cependant, elle refuse d'être aidée pour sa toilette. Que faites-vous ? Donc on va de nouveau analyser les réponses dans le sens inverse. Réponse B. Vous l'endormez avec un somnifère et lui faites sa toilette durant ce temps afin de réduire sa charge mentale. Alors là les gars, d'un point de vue éthique, c'est vraiment très discutable. Donc c'est évidemment incorrect. Réponse C. Vous demandez aux membres de sa famille de procéder eux-mêmes aux soins hygiéniques. Alors ça, de nouveau, de manière humaine et éthique, c'est pas incroyable. Donc c'est totalement se décharger professionnellement de la chose. Et humainement, si elle refuse d'être aidée, que ce soit par un médecin ou par un proche, voilà, on se dégage complètement de la problématique, c'est vraiment pas adéquat non plus. Réponse B. Vous respectez son choix et lui prescrivez une crème anti-inflammatoire. Alors, il y a quand même un minimum par rapport au niveau de vie de Madame X. Clairement, d'un point de vue hygiénique, ça va pas régler grand-chose de juste prescrire une crème anti-inflammatoire. Voilà, c'est pas incroyable, quoi. Réponse A. Vous lui proposez de prendre un bain dans une salle de soins spécialisée. Alors ça, c'est tout à fait correct parce que ça respecte à la fois la décision de Madame X de refuser d'être aidée pour sa toilette, elle veut pouvoir le faire par elle-même, mais ça lui donne la capacité de pouvoir justement introduire sa propre hygiène de manière personnelle. Donc, réponse A, elle est vraiment tout à fait adéquate. Exercice 22. Madame et Monsieur M se présentent chez un spécialiste de la fertilité, car malgré une envie d'enfant, ils n'arrivent pas à concevoir. Parmi les réactions suivantes du spécialiste, laquelle est la plus adéquate ? Alors, réponse D. Avez-vous pensé à l'adoption ? Ici, on est vraiment en hors-sujet total. Donc l'objectif est de les aider à concevoir, le fait de penser à quelque chose, une solution alternative à la conception sans même essayer justement d'améliorer les chances de concevoir de manière naturelle, ce n'est pas adéquat.
C. Avez-vous déjà envisagé que votre incapacité à concevoir était peut-être liée au fait que vous n'étiez pas prêt à être parent? Alors là, c'est du jugement, c'est méchant. D'un point de vue empathique, ce n'est vraiment pas positif. Franchement, il n'y a rien à sauver. Hop, c'est donc bien faux. Alors, il nous reste A et B. A, et alors, vous comptez l'appeler comment? Alors, ça semble assez gentil, sauf qu'ici, on est quand même face à un couple qui a des difficultés à concevoir. Dans quelle mesure le fait de parler d'un hypothétique bébé et du nom de cet hypothétique bébé, on est dans quelque chose qui pourrait potentiellement conduire à une détresse émotionnelle. Donc, c'est relativement peu adéquat. Tandis que la réponse B, vous essayez combien de fois par semaine, même si ça a l'air totalement hors de propos. Techniquement, ici, d'un point de vue factuel, c'est lié à la spécialité de ce médecin. Donc, l'objectif est de permettre de les aider à concevoir naturellement, et donc il est nécessaire pour lui de savoir à quelle fréquence ils essayent. Donc, ceci, la réponse B, est relativement adéquat. Exercice 23. J est mère porteuse pour V et T d'une adorable petite fille. Depuis qu'elle a vu l'échographie et qu'elle sent bouger l'enfant dans son ventre, elle lui a donné un petit surnom, la crevette. Au fil de jours, elle s'est attachée à la crevette au point qu'elle souhaite finalement garder l'enfant. Elle se sent très mal par rapport à V et T, qui sont de très bons amis à elle. Elle décide de leur annoncer rapidement afin de ne pas les faire souffrir plus que de raison. Comment V et T devraient réagir à cette annonce? Réponse A. Nous comprenons ton envie de garder l'enfant, mais nous exigeons que ce soit nous qui choisissons le prénom. Alors la première partie de la phrase est tout à fait correcte. Par contre, le fait d'exiger que ce soit à eux de choisir le prénom n'est pas du tout adéquat. Donc ici, on est un peu dans tu nous fais potentiellement souffrir et du coup, en contrepartie, nous exigeons des choses de toi alors qu'ils n'ont aucun droit de le faire. Donc ici, ce n'est pas une proposition adéquate. Réponse B. Pouvons-nous être le parrain et la marraine? Alors, ici, on ne fait absolument pas écho, finalement, des ressentis, que ce soit de J ou même eux-mêmes de V et de T. On est un peu hors propos, même si ça concerne le bébé. Donc, non, ici, on est de nouveau dans quelque chose qui va être hors sujet. Donc, ce n'est pas adéquat. Au niveau des propositions C et D. En réalité, entre C et D, il y a une forme d'ambiguïté. Donc, si on analyse la réponse C, cela fait longtemps que tu ressens ce désir de garder l'enfant sans nous en parler. En fonction de la façon dont on appréhende la phrase, dont on lit par exemple phonétiquement la phrase, ou bien on va avoir quelque chose qui va juste définir finalement une observation, donc le fait que tu ne nous en as pas parlé avant, ou bien on peut y voir une forme de jugement. Sans nous en parler, ça fait un moment que tu ressens ce désir de garder l'enfant. Et du coup, comme il y a deux façons différentes d'interpréter cette phrase, voilà, il y a une ambiguïté assez prononcée sur la réponse C. Concernant la réponse D, nous sommes bouleversés. Techniquement, c'est assez positif parce que tu vas exprimer un sentiment. Par contre, au niveau du fait d'avoir une conversation avec J par rapport à ses propres sentiments, on est dans quelque chose qui n'est pas forcément le plus ouvert en termes de conversation possible. Donc, on pourrait émettre également une forme de jugement par rapport à cette proposition D. À cause de cette ambiguïté entre ces deux propositions de réponse, il a finalement été décidé que la question allait être annulée. Exercice 24. Vous êtes psychologue et vous remarquez que beaucoup de jeunes patients souffrent de problèmes de santé mentale liés à l'utilisation des médias sociaux. Vous envisagez de publier des articles sur ces observations, mais craignez quant à la confidentialité de vos patients. Que faites-vous? Si on analyse les réponses A, C et D, on note que dans les trois propositions, on va avoir une confidentialité quant au nom, donc l'association du nom, de l'identité avec les données cliniques, sauf que il faut quand même se rappeler que la confidentialité, elle n'est pas seulement sur cette association, elle concerne également tout simplement les données cliniques. En l'occurrence, pour respecter la confidentialité de ces données cliniques, la bonne réponse ici correspond à la réponse B. Vous ne publiez pas ces articles pour protéger cette confidentialité. Exercice 25. V est à la bibliothèque en train d'étudier. Elle est fortement dérangée par une étudiante assise en face d'elle, qui écoute sa musique à un volume tellement fort qu'il est tout à fait audible à travers son casque. Il n'y a aucune autre place, la bibliothèque est bondée, et V doit rester là pour étudier car elle ne parvient pas ailleurs.
Elle demande poliment à sa voisine de diminuer le son en expliquant que cela la gêne fortement et celle-ci réagit violemment en l'insultant. Quelle est la réaction la plus adéquate que V devrait avoir ? Si on analyse les propositions A, B et C, on se rend compte que dans les 3 cas, la réaction de V ne peut au mieux que conduire à une absence de réaction de la voisine. Dans les autres cas, on peut s'attendre potentiellement à une augmentation du conflit. Il faut apprendre à se calmer, réitérer sa demande comme un espèce de perroquet, ou encore juste regarder de manière soutenue la personne le temps qu'elle se calme. Tout ça ne peut conduire qu'à une augmentation du conflit et de l'énervement de la fameuse voisine. Ici, la bonne réponse correspond donc à la réponse D, aller chercher un surveillant et lui expliquer la situation. En effet, c'est le rôle du surveillant de calmer le jeu et de faire en sorte que tout se passe au mieux au sein de la bibliothèque. Donc en l'occurrence, son intervention est utile dans la gestion du conflit actuel. Exercice 26. Un patient très âgé est dans le coma depuis plusieurs semaines, sans signe de reprise de conscience. Il est arrivé à l'hôpital après une chute dans l'escalier, son crâne ayant violemment percuté la rampe. Par expérience, vous savez qu'il est impossible de prévoir s'il va se réveiller ou pas. Ces 2 enfants sont divisés sur la poursuite du traitement. Que faites-vous ? Alors, au niveau des réponses A et B, vous continuez le traitement jusqu'à ce que tous les enfants soient d'accord pour l'arrêter, ou vous arrêtez le traitement si l'enfant aîné en fait la demande. Éthiquement, c'est pas incroyable, d'accord ? Donc, au niveau de la réponse C, vous prenez la décision après avoir pris en compte les arguments de chacun. C'est déjà beaucoup plus intelligent en fait d'avoir quand même une vision médicale en fait de la prise de décision. Mais ici, étant donné que c'est quand même la vie de quelqu'un qui est en jeu, le fait de demander conseil, de demander de l'aide, que ce soit à des collègues ou plus précisément ici, réponse D, un comité éthique, va toujours être la meilleure décision. Donc, réponse D. Exercice 27. On vous parle de X, un homme à qui il arrive énormément de misère dans sa vie pour l'instant. De frustration par rapport à tout ce qui lui arrive, il va dans un bar et se décharge sur le barman. Quelle est, à ce moment-là, la réaction la moins adéquate de la part du barman envers X ? Donc la problématique de cette proposition de réponse est que si on analyse les propositions, au niveau de la réponse A, moi aussi j'ai perdu mon père, il m'a légué ce marre, en fait on se rend compte que le barman à ce moment-là va tout rapporter à sa propre vie, à sa propre situation, par rapport aux règles qui régissent les modes de communication et d'empathie selon la RES. Cette proposition est totalement fausse. Réponse B, vous semblez en colère face à ce qui vous arrive actuellement dans la vie. Donc ça, on est dans quelque chose de tout à fait correct au niveau de la communication et de l'empathie qui va être mise en place par rapport à X. Donc de base, ça ne peut pas être la bonne réponse. Réponse C, je vous sers quoi ? Alors je vous sers quoi de manière tout à fait technique et quelque chose qui est professionnel, c'est-à-dire que il s'agit d'un barman qui sert les gens, et donc le fait de faire je vous sers quoi n'est pas très empathique parce que finalement tu ignores complètement en fait X et ses problèmes, mais tu restes dans un cadre professionnel. Donc ce n'est pas adéquat, mais ce n'est pas totalement inadéquat non plus. Ce n'est pas très adéquat, on va dire. Et enfin réponse D, pensez-vous vraiment que l'alcool va vous aider à arranger la situation ? Donc ici, dans cette phrase, on a une forme de jugement qui est sous-entendu. Même si par la suite on tend à essayer de proposer une aide, finalement on va tendre à proposer une solution concrète. Donc on a une forme de jugement, on veut proposer une solution concrète à la personne, donc elle n'est également pas totalement adéquate par rapport aux différentes règles qui sont mises en place en termes d'empathie et de communication selon la RES. Donc ici, étant donné que répondre à la question demande finalement une analyse un peu trop subjective, il a finalement été décidé que cette question allait également être annulée. Exercice 28. Un patient se sent fiévreux et vous demande expressément de lui prescrire des antibiotiques. Vous estimez qu'au vu des symptômes, l'utilisation des antibiotiques n'est pas nécessaire. Que faites-vous ? Donc on va les prendre dans le désordre. Réponse D. Vous lui prescrivez un placebo. Alors, dans cette situation, le fait de prescrire un placebo, ça s'apparente à une forme de mensonge. C'est donc erroné. C.
vous proposez une alternative en lui expliquant que si ses symptômes ne diminuent pas d'ici 2 jours, alors vous pourrez lui prescrire l'antibiotique. Vous savez pertinemment qu'au vu des symptômes, l'utilisation des antibiotiques n'est pas nécessaire. Donc le fait de donner cette forme d'alternative, mais surtout en fait de finalement délayer cette prescription d'antibiotiques à 2 jours, c'est vraiment, vous n'avez pas envie d'avoir une conversation sincère avec le patient et vous délayez en fait le potentiel conflit qui va vous opposer. C'est pas très adéquat. Réponse B. Vous accédez à sa demande car vous savez par expérience qu'il s'agit d'un patient têtu comme une mule. Alors, aussi têtu comme une mule qu'il puisse être, vous n'avez pas accédé de manière inconditionnelle à toutes les demandes de vos patients. Après tout, c'est vous le médecin. Et si vous savez que vous ne devez pas prescrire des antibiotiques, vous ne le faites pas. Donc, erroné. La bonne réponse ici était donc bien la réponse A. Vous refusez de lui faire la prescription parce que médicalement, cela n'est pas nécessaire. Par contre, vous prenez le temps de bien lui expliquer pourquoi cela n'est pas nécessaire. Exercice 29. Vous êtes assis dans un bus à écouter votre musique lorsqu'une femme portant un chapeau à la fois grand, coloré et assez atypique monte. 2 jeunes se moquent ouvertement d'elle. La femme leur demande d'arrêter sans succès. Elle vous supplie alors du regard d'intervenir. Que faites-vous ? Ici, la bonne réponse est la réponse C. Ne rien faire. Techniquement, même si elle vous a supplié du regard d'intervenir, vous n'êtes pas impliqué directement dans ce conflit. Donc vous n'avez pas à intervenir dans un conflit dans lequel vous n'êtes pas intervenant. D'accord ? Donc indépendamment de ça, si on regarde les autres propositions de réponse, réponse A, je l'aime bien votre chapeau personnellement. Ça n'a pas vraiment pour vocation de faire améliorer la situation. Même si c'est assez sympa, ça n'a pas vraiment d'utilité, d'intérêt. B, les gars, chacun a le droit de porter ce qui lui plaît. Elle porte peut-être un chapeau plus conventionnel, mais vu votre tenue, vous devriez comprendre cet adage mieux que personne. Alors, bien que la première partie de la phrase soit assez propre, la deuxième partie de la phrase, vu votre tenue, vous devriez comprendre cet adage mieux que personne. Au meilleur des cas, il ne va pas y avoir des conséquences de cette phrase. Au pire, clairement, ça peut faire escalader le conflit. Donc, ce n'est pas du tout adéquat. Et enfin, D, rire à gorge déployée pour détendre l'atmosphère et induire un changement de sujet. Ça, c'est littéralement un échappement de conflit. Et d'un point de vue empathique, c'est pas du tout adéquat. Donc, incorrect. Donc, la bonne réponse était bien la réponse C. La question 30 nous demande de déterminer comment M devrait réagir face à N dans la discussion qui les oppose quant à leur tablette. Donc, les 2 tablettes, malgré des fonctionnalités similaires, ont coûté des prix différents. Donc, au niveau de la réponse A, la problématique est que finalement, on va faire une escalade dans les niveaux de comparaison. Donc, ça n'a pas pour vocation de mettre fin au conflit, mais de continuer à déterminer des arguments pour valider le fait que la tablette de M ait coûté 100 € plus cher, tout simplement parce qu'elle présente une meilleure batterie. La réponse B me pose également problème. Pourquoi ? Parce que on va ajouter un point de comparaison un peu infantile sur un élément qui ne concerne même pas directement la tablette. Donc juste la capacité d'écriture, la beauté de l'écriture des 2 étudiantes. Alors, la réponse C, tu as raison, comme d'habitude. La problématique, c'est qu'il y a une forme de condescendance. Le comme d'habitude est quand même quelque chose qui va être assez fort et qui ne va pas permettre de totalement mettre fin au potentiel conflit. Je veux dire, N pourrait très bien surréagir par rapport à cette phrase. Réponse D, je l'ai acheté plus récemment, ça doit être l'inflation. On a quelque chose qui est très factuel, donc qui n'est pas du tout dans justement cette notion de continuer la comparaison ou d'augmenter la valeur du conflit. Donc, en l'occurrence, ici, c'est la réponse qui va être la plus adéquate.